Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et vous présenter le territoire du Yukon. Je me présente, je suis Valentine, responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Tout à l'ouest, dans le Grand Nord canadien, souvent associé ou confondu avec l'Alaska, se trouve un territoire majestueux et préservé qui attire les amoureux de nature sauvage. Je vous emmène au Yukon. Attention au décollage. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 $ canadiens, soit environ 5 € et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 5% supplémentaires au Yukon, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. Le territoire du Yukon fait une superficie de près de 500 000 km², c'est-à-dire environ les 3/4 de la taille de la France. Selon le dernier recensement, on y compte seulement 41 000 habitants. Alors, si on fait le calcul, ça donne un habitant pour 12 km², ce qui vous assure beaucoup d'espace, de tranquillité et peu de trafic lors d'une itinérance. Notez que 13% des Yukonais parlent le français, ce qui en fait la 3e région au Canada où l'on trouve le plus de gens bilingues, après le Québec et le Nouveau-Brunswick. Consultez aussi le site internet Corridor Canada pour découvrir le Canada en français. Pour venir au territoire du Yukon, la majorité des voyageurs français utilisent la voie aérienne, même si on peut arriver par la route ou encore par bateau. La porte d'entrée est la ville de Whitehorse, code de l'aéroport YXY. Pour les Français, le plus simple, c'est de prendre un vol direct de Paris à Vancouver, qui prend environ 10 heures, avec les compagnies Air Canada ou Air France en saisonnier. Ou sinon, vous pouvez faire un Paris-Calgary en 9 heures avec WestJet, puis ajouter une correspondance pour Whitehorse en 2h25 avec Air Canada, Air North ou WestJet. Pour déterminer quand proposer un séjour au Yukon à vos clients, vérifiez leur centre d'intérêt et aussi la température. Au Yukon, l'été est ensoleillé et chaud, mais parfois imprévisible, surtout dans les montagnes. Les matinées et les soirées sont souvent fraîches, même si les températures sont d'environ 20 degrés pendant la journée. Le 21 juin au solstice d'été, c'est la journée la plus longue. À Whitehorse, on profite d'environ 21 heures d'ensoleillement. À Dawson, du soleil de minuit et au cercle polaire arctique, le soleil ne se couche pas du tout pendant 57 jours. À l'inverse, les journées d'hiver sont courtes et les nuits sont longues. On parle d'environ 5 heures de jour à Whitehorse et de moins en moins plus on va vers le nord. Ça offre d'excellentes conditions pour l'observation des aurores boréales. Les températures moyennes sont de moins 15 degrés, même si ça peut descendre plus bas. Le climat étant sec, le froid se gère très bien, mais ça prend de bons vêtements isolants. Il est d'ailleurs possible d'en louer sur place à Whitehorse. La mi-saison est aussi intéressante pour les amateurs de faune avec le retour des espèces migratrices au printemps et pour les amateurs de flore avec les couleurs automnales sur la toundra en septembre jusqu'à début octobre. Quant à ce que vous verrez au Yukon, ça dépend où vous décidez d'aller. Le territoire est bordé à l'est par les territoires du Nord-Ouest, au sud par la Colombie-Britannique, à l'ouest par l'Alaska et au nord par l'océan Arctique. Voilà de quoi créer des circuits intéressants et variés. En plus, on compte pas moins de 8 régions au Yukon.
Le nord est connu pour la route Dempster. Dans l'est, on trouve la route Silver Trail et Campbell. Dans l'ouest, la région du Klondike avec la ruée vers l'or à Dawson. Dans le sud-ouest, le parc Kluane. Au centre, Whitehorse et les lacs du sud. Et enfin, au sud-est, le lac Watson. Je vais vous montrer en images à quoi vous attendre dans la plupart de ces régions touristiques. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Pour visiter le Yukon, prévoyez un atterrissage à l'aéroport de Whitehorse, code de l'aéroport YXY. Il est situé à moins de 10 minutes du centre-ville. Il est possible de prendre un taxi ou d'emprunter les navettes gratuites pour les hôtels, mais l'itinérance dans ce territoire mérite une voiture, alors louez-la directement. Whitehorse est la capitale et la plus grande ville du territoire. On y trouve plus du 3/4 de la population et la majorité des services, dont plusieurs musées, galeries d'art, parcs et restaurants. Parmi les attraits et activités incontournables de Whitehorse, je vous recommande la visite du SS Klondike. On le voit ici au bord de l'eau. Il s'agit d'un bateau à aubes authentique qui était utilisé pendant la première moitié du XXe siècle pour acheminer passagers et matériel le long du fleuve Yukon. On peut aussi visiter l'intérieur en compagnie d'un guide de Parks Canada pendant l'été. Il y a aussi le Miles Canyon qui est facile d'accès et connu pour ses eaux turquoises, ses falaises et ses sentiers. Le centre d'interprétation de la Béringie est le lieu où vous pouvez découvrir l'histoire des premiers habitants d'Amérique du Nord et aussi des animaux de l'époque glaciaire. Ils étaient arrivés par le détroit de Bering, qui était un pont terrestre entre l'Alaska et la Sibérie. Enfin, ne manquez pas le marché communautaire Fireweed qui a lieu tous les jeudis d'été et où l'on trouve une belle variété de produits locaux comme la Firewood Jelly et le sirop de bouleau. En parlant de bien manger, sachez qu'on trouve à Whitehorse et à Dawson une belle variété de restaurants, de cafés et de microbrasseries. Les menus sont d'influences variées et il n'est pas rare que les produits locaux soient mis à l'honneur. Proposez à vos clients de goûter les plats avec des baies sauvages, les légumes cultivés localement ou bien le saumon et le flétan frais arrivés directement de l'Alaska. Il arrive aussi de trouver au menu des filets d'omble chevalier, des burgers de bison ou des saucisses de wapiti préparées au délit du coin. Et puis, après le réconfort, voilà un peu d'effort. Je veux vous mentionner une célèbre course de chiens de traîneau qui a lieu tous les ans en février entre Whitehorse au Yukon et Fairbanks en Alaska. Elle s'appelle la Yukon Quest. C'est une course de 1600 km à laquelle les mushers se préparent toute l'année. Vos clients peuvent y assister et certains se portent même volontaires pour aider. Durant les années impaires, la course débute à Whitehorse, tandis que durant les années paires, on y trouve la ligne d'arrivée. En février se déroule aussi l'Ultra Trail le plus difficile au monde, le Yukon Arctic Ultra, qui se fait soit en course à pied, soit en ski ou soit à vélo. Et en juin, les sportifs voudront assister ou participer, pourquoi pas, au relais de vélo international Kluane-Chilkat ou à la Yukon River Quest, qui est d'ailleurs la plus longue course de canot et de kayak au monde. De nombreuses attractions se situent suffisamment proches de Whitehorse pour être faites à la journée, et c'est le cas de la réserve faunique du Yukon, située à seulement 25 minutes de voiture au nord-ouest du centre-ville. Attention, ce n'est pas un zoo. Elle abrite un centre de recherche et de réadaptation faunique où des spécialistes soignent les animaux sauvages blessés en vue de leur remise en liberté dans leur environnement naturel.
D'ailleurs, elle est ouverte toute l'année, donc c'est l'occasion idéale pour voir et photographier de près plus de 10 espèces légendaires du Yukon. D'ailleurs, parlons du Big Five du Yukon. Dans ce territoire XXL, vous pouvez voir le mouflon de dalle, le caribou, l'ours grizzly, la chèvre de montagne et bien entendu l'orignal qui est un emblème canadien. Sa population est estimée à plus de 70 000 animaux au Yukon, ce qui est presque le double du nombre d'habitants. Les probabilités d'en voir sont donc très bonnes, que ce soit lors de vos activités en plein air ou en bordure de route. À côté de la réserve faunique se trouvent aussi les sources thermales Eclipse Nordic Hot Springs. Elles sont idéales pour se reposer après une journée bien remplie, mais c'est aussi amusant de participer au concours annuel de chevet gelé en hiver. Quand le ciel est dégagé et noir, on peut aussi parfois observer des aurores boréales. Depuis Whitehorse, je veux vous emmener plein sud découvrir Carcross et plus bas encore Skagway et le col de Haines en Alaska avant de remonter au nord direction le parc Kluane depuis Haines Junction et d'autres petits arrêts que nous allons passer ensemble en revue. En partant de Whitehorse, le premier arrêt, c'est naturellement le lac Emerald, dont la clarté de l'eau, comme vous pouvez le voir, vaut toujours une photo. Un peu plus loin, vous arrivez au désert de Carcross. C'est le plus petit désert au monde. Une courte marche permet de gravir l'une des dunes et d'y admirer la vue. Le village de Carcross est situé à peine à 1 heure de Whitehorse, donc on peut facilement le visiter à la journée. C'est d'ailleurs une destination populaire auprès des gens de Whitehorse. Il tient son nom de la contraction des mots Car Ibu Cross Hing, qui est son nom original. Sa population est d'environ 430 personnes, ce qui en fait un petit village tranquille où l'on trouve une belle plage, un café, un bistrot, mais aussi quelques boutiques de souvenirs à côté de belles galeries d'art, notamment de l'art autochtone. Sachez que si l'eau y est un peu fraîche, on peut quand même s'y baigner ou encore s'adonner au kitesurfing. Et comme Carcross est tout près de Montana Mountain, le village est surnommé la Mecque du vélo de montagne. Je parlais galerie d'art, alors j'en profite pour vous présenter quelques artistes franco-yukonais. Marie-Hélène Como, Goroyaume et Nathalie Parenteau. Leurs œuvres se trouvent dans les galeries d'art au Yukon et elles valent vraiment le détour. Le voyage de Carcross à Skagway se fait le plus souvent par la route, c'est-à-dire celle qui traverse le col White ou White Pass. Cette route fait 105 km et offre des panoramas magnifiques et différents de la route de Haines. Il n'est pas rare d'apercevoir des chèvres sur le flanc des montagnes. On doit calculer un minimum d'1 h 30 pour compléter le trajet et beaucoup plus pour prendre des photos en cours de route. À l'arrivée, vous découvrez Skagway, l'endroit où les pionniers arrivaient par bateau durant la ruée vers l'or pour entamer leur long périple vers les champs aurifères du Klondike. Le village de Skagway est particulièrement touristique durant l'été en raison des bateaux de croisière qui s'y arrêtent. Il vaut la peine de s'y aventurer, ne serait-ce que pour en apprendre davantage sur cette époque juste incroyable. À Skagway, on trouve le début de la piste historique Chilkoot qui était jadis empruntée par les chercheurs d'or en route vers les champs aurifères du Klondike.
La piste est maintenant utilisée par les randonneurs en quête d'aventure. Elle fait 53 km et nécessite de 4 à 6 jours de marche. On y trouve de nombreux artefacts témoins de cette époque. Ce sentier traverse la frontière USA-Canada et prend fin au village fantôme de Bennett près du lac du même nom. La navette du retour est spéciale elle aussi, puisqu'on prend le train. Il s'agit du train légendaire White Pass et Yukon Route qui a été mis en service pendant la ruée vers l'or afin de faciliter l'accès au Klondike. Pour celles et ceux qui n'emprunteront pas la piste Chilkoot, il est possible de faire l'aller-retour appelé excursion au sommet. C'est particulièrement intéressant avec ces 2 tunnels, ces ponts vertigineux et ces 880 mètres d'élévation sur 32 km de distance. Et pour vous faire une idée, ça dure près de 3 heures. En continuant depuis Skagway, vos clients devront emprunter un traversier d'1 heure jusqu'à Haines en Alaska. Haines est un petit village de pêche qui a beaucoup de charme et qui est réputé pour la pêche au saumon en rivière. Celles et ceux qui ne pêchent pas trouveront tout de même de quoi s'y plaire. La côte offre des vues magnifiques et des randonnées accessibles. Je vous recommande d'y prévoir une journée pour explorer avant de prendre le traversier retour en direction de Skagway. De Haines, on prend la route plein nord en direction de Haines Junction, qui est la ville d'accès au parc national Kluane. Haines Junction est donc à 3 heures de route de Haines, Alaska, ou seulement 2 heures depuis Whitehorse. Le parc Kluane est très réputé. Il occupe 22 000 km², dont 80% est constitué de montagnes et de glaciers. Évidemment, la faune y est abondante. Le parc Kluane est d'ailleurs un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs options pour profiter du parc s'offrent à vos clients, que ce soit les installations d'utilisation diurne, facilement accessibles par la route, ou encore des sentiers de longueur et de difficultés variées. Avant d'arriver à Haines Junction, vos clients seront passés par le lac Caslin, à environ 30 km au sud de Haines Junction. C'est une région populaire pour les randonneurs, pêcheurs et campeurs. C'est un endroit où se relaxer, profiter de la vue et des sentiers, notamment celui qui longe les berges du lac ou le sentier Kings Throne qui se complète en une journée et offre des vues imprenables sur la région. Le parc Kluane abrite le plus grand champ de glace non polaire au monde. On y trouve aussi le mont Logan, le plus haut sommet du Canada, avec ses 5250 mètres d'altitude. À moins d'être un alpiniste extrêmement expérimenté, la meilleure façon de l'explorer demeure un vol au-dessus des glaciers. Différents opérateurs offrent des tours d'1 à plusieurs heures. Les vols décollent à partir de Haines Junction et de Burwash Landing. C'est vraiment une expérience exceptionnelle pour laquelle il vaut vraiment la peine de dépenser. Le parc Kluane, mais aussi le Yukon en général, est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. Les possibilités de randonnée sont presque infinies, notamment au lieu historique national de la piste Chilkoot, au parc territorial Tombstone et au parc national Kluane. En raison de ses nombreuses rivières et ses eaux claires, le Yukon est aussi extrêmement propice au sport de pagaie. D'ailleurs, Yukon signifie grande rivière en langue autochtone. Il existe des options variées comme la descente de l'historique fleuve Yukon de Whitehorse à Dawson qui prend 10 jours et qui est accessible aux gens de tous les niveaux. On peut aussi s'y aventurer à partir de Whitehorse pour la journée.
Le vélo de montagne, lui, devient de plus en plus populaire au Yukon. On trouve des centaines de kilomètres de sentiers single track de niveaux variés, notamment à proximité de Whitehorse et de Carcross, qui est devenue une destination incontournable pour les amateurs de ce sport. La randonnée équestre, quant à elle, permet d'explorer à un rythme qui lui est propre. Plusieurs opérateurs offrent des excursions de quelques jours ou de quelques heures, et ce dans différentes régions du territoire. Et que ce soit en lac ou en rivière, au lancer ou à la mouche, la pêche sportive est populaire au Yukon, et ce en été comme en hiver. Comme en hiver, et oui, accompagné d'un bon guide, vous pourriez attraper de gros spécimens. Les espèces les plus communes sont le touladi, l'omble arctique, l'omble chevalier et le brochet. Le traîneau à chien, lui, fait partie du patrimoine du Yukon qui compte une communauté importante de mushers. Il s'agit d'un mode de transport mais aussi de vie qui est juste fascinant à découvrir. C'est définitivement un incontournable lors d'un séjour au Yukon en hiver. Pour les amateurs de vitesse maintenant, il y a aussi la motoneige qui permet facilement de couvrir de longues distances en peu de temps. Le terrain offre également de belles opportunités aux amateurs de ski, que ce soit alpin, hors piste ou de fond. Côté culture, le Yukon est fier de ses 14 Premières Nations, chacune ayant une histoire et une culture distinctes que vous pouvez découvrir grâce aux différents centres culturels, rassemblements et festivals, ainsi qu'au service de certains opérateurs autochtones, comme par exemple au Daku Cultural Center à Haines Junction. L'été, le festival culturel Adaka, qui se déroule à Whitehorse vers la fin juin, début juillet, est une expérience vraiment unique. Sinon, il y a aussi le rassemblement annuel de Moose Hide, une communauté autochtone située près de Dawson et accessible seulement par bateau. Ce rassemblement a habituellement lieu à la fin juillet, début août. Et bien sûr, il y a les aurores boréales qui offrent juste un spectacle extraordinaire. On peut les observer de la mi-août à la mi-avril lorsque la nuit est suffisamment sombre et le ciel dégagé. Avant de reprendre la route, chargeons une playlist locale avec des artistes yukonais qui sauront agrémenter n'importe quelle itinérance. Sophie Villeneuve est une chanteuse folk à Whitehorse depuis 2013. Ses chansons inspirées du Nord unissent poésie et humour. Brigitte Jardin est une auteure-compositrice-interprète fortement inspirée par la musique cajun. Ryan McNally est un artiste inspiré par le blues traditionnel acoustique, le jazz et la musique ancienne. Dana, Jenny John and the Bennett Sun est un groupe de cordes anglophone, féminin et surtout riche en harmonie. Leur musique de style folk urbain est inspirée par les paysages du Yukon et les gens qui y vivent. Et enfin, la musique de Diet and the Love Soldiers est de style country alternatif, folklorique et traditionnel, avec des mélodies accrocheuses et des histoires profondément enracinées dans la vision du monde indigène de Diet elle-même et la vie nordique. Reprenons la route direction Burwash Landing au nord. Nous passons le long du lac Kluani et en plus des activités mentionnées plus tôt, je recommande un arrêt au centre d'accueil du Techol Dal, la montagne Ship, qui, comme son nom l'indique, est un endroit privilégié pour observer les mouflons.
Depuis Burwash Landing sur le lac, il suffit de filer vers le nord, direction Dawson, en passant par Tok en Alaska, puisque c'est la seule route et qu'elle est vraiment très belle. Pour éviter de retourner sur nos pas et compléter la boucle, il faut donc passer à nouveau par l'Alaska, d'où l'importance pour vos clients de se renseigner et demander leur ESTA pour entrer aux États-Unis. De Haines Junction à Tok, comptez 6 heures pour 470 km, puis de Tok à Dawson, encore 7 heures de route avec plein d'arrêts photos pour 300 km, dont une centaine non pavés. Une partie du chemin est particulièrement réputée, c'est la route Top of the World. Cette route panoramique sublime suit la crête des montagnes et offre des vues imprenables sur les vallées. La ville de Dawson est vraiment un incontournable lors d'un voyage au Yukon. Je recommande d'y passer un minimum de 2 jours. Pour celles et ceux qui veulent s'y rendre par avion, Air North offre des vols réguliers qui prennent seulement 1h10 à partir de Whitehorse et l'aéroport de Dawson a pour code YDA. Cette ville unique a su conserver le cachet original de l'époque de la ruée vers l'or. Le complexe comprend plusieurs bâtiments historiques qui sont gérés et maintenus par Parks Canada et il est possible de visiter l'intérieur en compagnie d'un guide interprète francophone, costumé et passionné. C'est une visite que je recommande très fortement. Mais ce qui rend Dawson unique, ce n'est pas seulement son histoire et ses trottoirs de bois. Ce n'est pas juste une ville-musée, il y a aussi une communauté qui vit là à l'année, ce qui crée un mélange qui est vraiment très intéressant. On y compte environ 1400 résidents permanents et quelques autres saisonniers, dont certains ont la réputation d'être excentriques et colorés. Bref, du bon monde à rencontrer. D'ailleurs, disons-le franchement, ce qui rend le Yukon vraiment unique, ce sont les Yukonais. Ils ont la réputation d'être accueillants, débrouillards, colorés et authentiques. Et ils aiment franchement avoir de la visite. Un séjour à Dawson ne serait pas complet sans une visite des champs aurifères du Klondike. Vos clients peuvent tenter leur chance et chercher de l'or à la bâtée ou bien même visiter une opération minière moderne. Notez qu'à ce jour, des opérations de prospection et d'extraction sont toujours en cours. On peut aussi découvrir la drague numéro 4, un gigantesque engin qui pendant des années a joué un rôle primordial dans les opérations de dragage et a changé le paysage de la région. Elle est haute de 8 étages et se déplaçait sur un lagon qu'elle fabriquait elle-même pour extraire le gravier aurifère, récupérer le minerai d'or, puis rejeter le gravier. Elle est située à environ 15 km du centre-ville. On peut s'y rendre par soi-même ou s'inscrire à l'un des tours offerts à partir de Dawson. Cette ruée vers l'or du Klondike avait même attiré l'écrivain Jack London. Il n'a pas cherché d'or, mais a trouvé de l'inspiration pour ses romans comme L'Appel de la forêt et Cro-Blanc. Charlotte Service Longépée, quant à elle, présente la biographie romancée de Robert Service, son arrière-grand-père, qui était un poète et romancier surnommé le Barde du Yukon. Il a fini ses jours à Lancieux en France, si bien que Lancieux est désormais jumelé à Whitehorse depuis 2000. Sur une autre note maintenant, sachez que les cabanes en rondins de Jack London et Robert Service sont toujours à Dawson. Elles ont été transformées en musée
et il est possible de les visiter. Enfin, prenez le temps de lire Mylène Gilbert Dumas, une romancière certes québécoise, mais qui a séjourné au Yukon à plusieurs reprises, ce qui lui a inspiré 7 romans. Elle a reçu plusieurs distinctions pour ses œuvres, notamment pour ses romans Lily Klondike, un de mes coups de cœur. Une fois la journée terminée à Dawson, les touristes comme les locaux se retrouvent au cabaret Diamond Tooth Gerties, le plus ancien casino au Canada. Pas besoin d'être un joueur pour s'y amuser puisque chaque soirée d'été s'y déroule un spectacle de cancan. Et quel spectacle! Les artistes et danseuses vous feront revivre l'époque où Dawson était surnommé le Paris du Nord grâce à des numéros variés. 3 représentations qui montent en intensité ont lieu chaque soir à 20h, 22h30 et minuit. À proximité, on trouve le dôme de minuit, ou en anglais Midnight Dome, qui offre une vue imprenable sur la ville de Dawson, la vallée du Klondike et le fleuve Yukon. Selon la saison, c'est un endroit idéal pour profiter du soleil de minuit ou encore pour observer les aurores boréales. On s'y rend par la route, environ 8 km à partir du centre-ville, ou par un sentier escarpé. Des tours sont aussi offerts pour plus de facilité. Depuis Dawson, vous pourriez vous élancer sur la route Dempster qui est en soi exceptionnelle. C'est la seule route canadienne praticable en toute saison qui traverse le cercle polaire arctique. Le dernier tronçon d'Inuvik à Tuktoyaktuk a ouvert en 2018, faisant de la Dempster la seule route au monde qui se rend jusqu'à l'océan Arctique. Depuis Dawson, il est possible de se lancer dans une aventure unique. 960 km l'aller simple de route non pavée avec des graviers qui offrent des panoramas exceptionnels sur les montagnes et la toundra arctique. Bienvenue sur la route Dempster. Comme il y a peu de services sur le chemin, il faut être autonome et bien équipé, notamment contre les crevaisons, avoir de l'essence additionnelle, de la nourriture ou faire affaire à des opérateurs afin d'avoir tout le support nécessaire. La route emprunte 2 traversiers, passe par quelques communautés autochtones et se prolonge au territoire du Nord-Ouest en passant par Inuvik et Tuktoyaktuk avant de plonger dans l'océan Arctique. Il faut prévoir une semaine complète pour l'aller-retour. La route transitionne de la forêt boréale à la toundra arctique, caractérisée par ses prés de graminées, de lichens, de mousses et d'arbrisseaux. Vos clients en quête d'espace adoreront les panoramas dégagés, mais aussi la faune qu'on peut y observer. Je pense aux orignaux, aux caribous, aux ours noirs et aussi aux grizzlies. La région est belle en toute saison, mais particulièrement vers la fin août, début septembre, quand les couleurs d'automne la transforment en grand tapis coloré et doré. Que vous vous rendiez jusqu'au bout de la route d'Amster ou non, je vous recommande d'au moins parcourir les premiers 72 km afin de visiter le centre d'interprétation du parc Tombstone à environ 90 minutes de Dawson. Il est ouvert de la fin mai à septembre et diffuse toutes les informations pour des randonnées mémorables de quelques heures ou de quelques jours dans le parc Tombstone. Ce parc est très reconnaissable et ses sommets dentelés avec ce détour s'intègrent bien à toute visite de Dawson, à partir d'où il est possible de réserver un tour.
Pour les randonnées de quelques jours, je recommande particulièrement le sentier qui mène au lac Grizzly, Divide et Talus. C'est une région qui est très appréciée et convoitée, surtout lorsque les couleurs d'automne battent leur plein. Vos clients peuvent également s'y adonner à l'Helic Hiking dans l'arrière-pays pour accélérer l'approche et profiter au maximum de l'expérience. Maintenant que vous avez vu à peu près à quoi ressemble le territoire du Yukon, je vous propose d'en admirer les paysages dans des films réalisés à destination. Le dernier trappeur de Nicolas Vanier ou la nouvelle version de L'appel de la forêt des studios Fox Disney qui est sorti en février 2020. Pour ce qui est des téléséries, je vous recommande vivement Au cœur du Yukon et D'amour et d'eau fraîche qui sont disponibles sur TV5 Unis. Voilà, nous avons bien sillonné le territoire. La route finale pour Whitehorse fait 530 km entre Dawson et Whitehorse. Comptez 6h30 et prévoyez des arrêts en cours de route. À Karmax, on trouve le centre d'interprétation Tajecho Udan qui est fort intéressant et au Five Finger Rapids, un escalier de bois qui offre une vue imprenable sur les rapides. Vous comprenez maintenant davantage ce que vous trouvez et où au territoire du Yukon. Bien entendu, il est possible de créer des parcours différents. Les tours opérateurs proposent différents itinéraires selon le temps disponible pour vos clients ou selon un thème ou une activité particulière. Ensemble, nous sommes arrivés à Whitehorse, la capitale territoriale, puis nous sommes descendus au sud vers Carcross et même encore plus au sud à Skagway et Haines Junction en Alaska. De là, nous sommes remontés vers le parc Kluane, accessible depuis Haines Junction. On y a vu des champs de glaciers et le plus haut sommet du Canada. Avant de prendre la route en partie panoramique sur la crête de Top of the World Highway pour visiter Dawson City. Cette ville de l'or nous a gardé un instant et s'est révélé le point de départ, soit pour la fameuse route Dempster qui part plus au nord, soit pour découvrir le parc Tombstone avec ses pics dentelés. De là, nous avons mis le cap au sud pour entrer à Whitehorse avec des arrêts culturels et naturels comme au Five Finger Rapids. Alors, pour résumer, pourquoi visiter le Yukon? Les principaux attraits du territoire sont définitivement les grands espaces et la nature sauvage. La faune et la flore y sont abondantes et diversifiées. Durant leur séjour, vos clients auront peut-être l'occasion de voir le fameux Big Five du Yukon dans son habitat naturel. C'est aussi un territoire à la culture riche et étonnante, que ce soit pour vous familiariser avec les cultures autochtones ou l'histoire de la ruée vers l'or. Les gens y sont accueillants, colorés et authentiques, prêts à vous rencontrer. Enfin, le Yukon est un endroit où le ciel ne vous ennuiera jamais. Que ce soit la saison du soleil de minuit en été ou du spectacle des aurores boréales d'août à avril. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose, pour en savoir plus, de visiter les sites officiels de l'Office de tourisme national avec explorecanada.fr et l'Office de tourisme territorial avec tourismeyukon.ca. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-synergique.com. Et pour terminer, je vous laisse avec la magnifique vidéo du territoire du Yukon et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et à tantôt au Canada.
On se dit qu'un jour, on ira pagayer dans des eaux turquoises. On s'imagine traverser des territoires sauvages, habités par des créatures majestueuses. Qu'attendez-vous?